Le tome 22 s'ouvre sur un titre lourd de sens. Un monde qui se déchire. Dès les premières pages, le lecteur est plongé dans une atmosphère étrange, presque suffocante. Des enfants jouent au cœur de la forêt, mais quelque chose a changé. Les arbres semblent plus sombres, l'air plus épais. Une inquiétude diffuse s'installe comme si le monde lui-même retenait son souffle. C'est alors que l'un des enfants lève les yeux vers le ciel et son cri fend le silence. « Oh, un dragon !» L'imaginaire devient réalité. Là-haut, dominant les vents, plane Nosferatu Zod, le démon immortel, et sur son dos se dresse Griffith, éclatant de blancheur. Le mythe s'incarne, le rêve prend forme. Zod conduit Griffith jusqu'à la montagne du forgeron Godot, là où vit désormais Guts, le guerrier brisé. Lorsque leurs regards se croisent, le temps semble se suspendre. La rage de Guts explose et tout son être ne réclame qu'une chose, la mort de celui qui fut son frère d'armes et son bourreau, mais Zod s'interpose, impassible, colossal. Griffith, lui, ne dit rien. Il observe, il veut s'assurer qu'il n'a plus d'hésitation, plus de faiblesse, que rien, pas même Guts, ne le détournera de son rêve, fonder son propre royaume. Et pourtant, un frémissement le traverse, un battement de cœur. En lui, le fœtus maudit de Guts et Casca réagit. Il reconnaît ses parents. Le destin cruel et ironique s'invite à nouveau dans le corps du conquérant. Guts, aveuglé par la haine, tente de l'abattre. Mais Rickert, simple témoin de cette scène, s'interpose à son tour. Rickert, l'enfant rescapé de la troupe du Faucon, celui qui n'a jamais su la vérité sur l'éclipse, supplie Guts. « Dis-moi ce qu'il s'est vraiment passé. Comment sont morts nos compagnons ?» Mais Guts ne peut rester. Le poids du passé, le spectre de Griffith et la folie du monde le poussent à repartir, mais cette fois avec Casca. À leur côté, Puck, le petit elfe malicieux, souffle une idée pleine d'espoir. Allons au pays des elfes. Là-bas, peut-être, elle sera enfin en sécurité. Ainsi s'achève ce chapitre dans la cendre et la lumière, entre tragédie et rédemption. Un monde se déchire, oui, mais au loin, quelque part persiste encore la promesse fragile d'un refuge. Pendant ce temps, à l'ouest du Midland, Griffith poursuit son ascension. Il atteint la cité de Shet, sous le joug des armées Kushan, un peuple farouche venu d'Orient. Et là, dans la poussière des ruines, il apparaît, tel un chevalier blanc tout droit sorti des légendes. Sous ses ordres, les envahisseurs sont balayés, la population libérée. Les cris de joie résonnent, les prières s'élèvent. Griffith, auréolé de lumière, incarne le sauveur que tous attendaient. Autour de lui, la nouvelle troupe du Faucon prend forme. La seconde, celle du monde d'après. De nouveaux visages rejoignent la marche du destin. Locus, le chevalier de la lune, aussi élégant que mortel. Raksha, l'assassin masqué, venu des ténèbres. Et Narga, le fauve silencieux, gardien du vent et de la loyauté. Mais surtout apparaît Sonia, jeune médium, peut-être sorcière, enfant du mystère et des songes. Elle voit dans Griffith un être au-delà de l'humain, un roi né des étoiles. Elle deviendra sa confidente, son ombre douce et inquiétante, témoin de sa gloire naissante. Et plus loin, dissimulée au pied d'un arbre, une autre sorcière observe. Sous la forme d'un oiseau, elle scrute Griffith et ses armées silencieuses, attentives. Son nom est Shirk. C'est à travers ses yeux que la magie et le destin s'entrelacent, que les mondes visibles et invisibles se frôlent. Du côté de Guts et Casca, le voyage est un calvaire. Guts, rongé par sa part sombre, lutte contre lui-même. Il perd le contrôle. La rage, la douleur, l'amour et la folie se confondent. Son âme, fondue, menace d'engloutir tout ce qu'il reste d'humain en lui. Casca, elle,
ne cesse de fuir. Brisée, traumatisée, agressée sur la route par des hommes sans foi ni cœur, elle ne reconnaît plus Guts. Elle le craint. Elle voudrait seulement disparaître. Leur lien jadis fusionnel n'est plus qu'une baie béante. Et sur cette route, chaque pas est une épreuve, chaque silence un abîme. Mais dans cette nuit sans fin, de nouvelles flammes s'allument. Un jeune voleur, vif et insolent, Isidro, croise leur chemin. Puis viennent Serpico et Farnèse, anciens ennemis désormais égarés dans leur propre rédemption. Tous trois demandent alors à suivre Guts dans son périple. Et contre toute attente, le guerrier solitaire accepte. Lui qui avait rejeté le monde, lui qui ne connaissait que la solitude et la douleur, accueille enfin des compagnons. Ce n'est pas une victoire, ce n'est pas une délivrance, mais un souffle, un instant de paix au milieu du chaos. Et pour Guts, c'est déjà beaucoup. Au sud de Midland, dans la région de Lumias, souffle un vent nouveau. Les tomes 22 et 23 marquent un tournant, un de ces moments charnières où l'histoire semble reprendre son souffle avant de basculer. Tout se met en place. Les forces s'organisent, les destins se croisent, les masques tombent et de nouveaux visages émergent de la poussière. Parmi eux, un jeune chevalier, Mule Wolflame, idéaliste, ardent, encore pur dans un monde en ruine. C'est à travers ses yeux que nous découvrons une fois encore la grandeur éclatante de Griffith. Sur les plaines de Lumias, le ciel s'embrase, les Kushan déferlent, leur armée est immense, leur férocité sans égale. Mais au milieu du tumulte, dans un éclat d'argent, Griffith s'avance, calme, lumineux, presque irréel. Son épée fend la nuit comme une comète. Le jeune Muld, témoin émerveillé, assiste à un combat héroïque. Griffith ne lutte pas seulement avec force, il combat avec grâce. Chaque mouvement semble chorégraphié par le destin lui-même. Et partout où il passe, le peuple s'agenouille. Son armée grandit, les corps se rallient, le Midland tout entier voit en lui un sauveur. Il incarne désormais la figure parfaite du chevalier de légende. Juste, bienveillant, sans faille, il parle aux âmes des morts, il console les vivants, il libère les opprimés. Griffith n'est plus seulement un homme, il est un symbole, un mythe revenu marcher parmi les hommes. Mais derrière cette lumière éclatante se cache une ombre que seul Mule perçoit. Car lorsqu'il regarde de plus près les soldats qui entourent Griffith, il comprend. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. Et dans le reflet de cette vérité, la perfection de Griffith se fissure. Le héros des contes se révèle pour ce qu'il est vraiment, un ange, mais aux ailes noires. À l'opposé du royaume en flammes, loin de la lumière froide de Griffith, la troupe de Guts poursuit son chemin. Autour de lui, les fidèles, Puck, Casca, Isidro, Serpico et Farnèse. Leur but ? Atteindre le pays des elfes. Ce refuge dont on murmure le nom comme on prononce une prière. Mais la route est longue. Et sur ce chemin, chacun se découvre, chacun vacille. Farnèse, autrefois grande inquisitrice, ne sait plus qui elle est. Déchue, perdue, inutile, c'est ainsi qu'elle se perçoit. Elle se rattache à la seule chose qu'elle croit pouvoir faire, s'occuper de Casca, fragile, brisée, comme une nourrice bienveillante. Mais même ce rôle lui échappe, car le danger rôde partout, et c'est Isidro, le jeune voleur téméraire, qui trouve en lui le courage de défendre les deux femmes face à l'horreur. Un courage admirable, mais impuissant. Car sans savoir, sans technique, le courage seul ne suffit pas. C'est alors qu'une présence surgit, une silhouette dans la brume, une aura mystique. Shirk, l'enfant sorcière, celle qui parle aux esprits, celle qui voit l'invisible. Elle sauve le groupe, puis les conduit à sa maîtresse, Flora, la grande magicienne. La rencontre entre Guts, Shirk et Flora marque un tournant. Sous les racines du monde, les secrets se révèlent.
le monde astral, le monde d'Idea et le monde du réel. Les sorcières, les trolls, les elfes, tout ce que l'humanité a relégué au conte existe. Flora soigne les blessures, renforce les armes et offre à la troupe des enchantements, des armes et sa bénédiction. Dès lors, le groupe est uni, une véritable compagnie. Et leur première épreuve les conduit au village d'Enoch, ravagé par des trolls. Les femmes y sont enlevées, violées, torturées. L'horreur y règne nue. Shirk, pour la première fois, révèle toute l'étendue de son pouvoir. La magie jaillit comme une tempête, les trolls sont anéantis, mais la victoire est amère. Pendant la bataille, Casca et Farnès sont capturés, emmenés dans les cavernes où des dizaines de femmes sont martyrisées. Guts et les siens parviennent à les sauver, mais le sang et le sexe, mêlés dans cette abomination, ouvrent un passage vers l'enfer. Le sol se déchire et des profondeurs de Clifflof surgissent Lan, l'un des God Hand. Face à elle, Guts est seul. Ses compagnons fuient et tandis qu'il s'apprête à tomber, une ombre surgit du néant. Le chevalier squelette, ancien gardien, témoin du destin, il lui tend la main et Guts échappe une fois encore à la mort. Mais le répit est de courte durée, car la nouvelle troupe du Faucon, celle de Griffith, s'avance vers la demeure de Flora. Leur mission ? Détruire la dernière sorcière capable de les nuire. La bataille fait rage, le ciel est noir, le vent charrié de cendres et de cris. Autour de lui, le monde s'effondre. Alors, Guts comprend. Pour protéger les siens, pour vaincre l'invincible, il doit renoncer à ce qui lui reste d'humain. Devant lui, l'armure repose, sombre, froide, presque vivante. Une relique forgée pour la guerre, pour enfermer la chair, étouffer la douleur et libérer la rage pure. Il tend la main et lorsqu'il enfile l'armure du berserker, le métal gémit, comme si la mort elle-même prenait souffle. La douleur disparaît, le doute s'efface. Il n'y a plus que le combat. Son cœur bat à l'unisson du fer, son son se change en tempête. Et sur le champ de bataille, Guts n'est plus un homme. Il est le carnage incarné. Une force brute, inarrêtable, incontrôlable. Les démons reculent, les montagnes tremblent et la folie danse dans ses yeux. Mais bientôt cette rage dévore tout. Sa mémoire se dissout, ses repères s'effondrent, il ne sait plus qui il est, qui il aime, ce qu'il protège. Il ne reste qu'une bête hurlante, une âme prisonnière du métal. Et c'est alors que Shirk intervient. Petite silhouette frêle au milieu du chaos, elle ferme les yeux et plonge dans l'esprit de Guts, là où brûle la folie. Elle affronte les ombres de Guts. Ces monstres faits de haine et de chagrin et de colère, sa voix, douce et claire, traverse les ténèbres. Reviens, souviens-toi de qui tu es. Dans cet océan de fureur, elle tend la main et Guts l'aperçoit, comme une lumière au fond de l'abîme. Alors, lentement, la tempête s'apaise. Le métal se fissure, le souffle revient. Et au milieu des ruines, le guerrier s'effondre, vivant, brisé, mais revenu à lui grâce à elle, grâce à Shirk, la gardienne de son humanité. Flora, la vieille sorcière, savait que son heure viendrait. Lorsque le feu du destin embrasa sa demeure, elle ne recula pas. Autour d'elle, les flammes dévoraient la forêt, le vent hurlait comme un chœur d'esprits anciens. Mais dans son regard, il n'y avait ni peur ni regret, seulement la sérénité de celle qui a compris. Elle leva les bras, murmura les mots du monde ancien, et le ciel sembla s'ouvrir. Ces derniers sorts tissés de lumière et de compassion formèrent une barrière pour protéger ceux qu'elle appelait ses enfants. Guts, Shirk, Farnèse, Isidro, Casca, Serpico. Chacun d'eux sentit alors sa présence douce et chaude comme une main posée sur l'épaule. Les flammes l'enveloppèrent lentement, son corps se dissout, mais son essence se mêla à la brise. Et dans ce feu de crépuscule, elle offrit tout. Son savoir, sa force, sa foi, bref, ce sacrifice silencieux et sublime, devint la lumière qui guiderait leurs pas. C'est ainsi que Guts et ses compagnons reprirent la route,
leur cœur alourdi par la perte, mais porté par l'héritage d'une femme qui leur avait donné bien plus que la vie, un sens, une direction. Ils marchèrent alors vers l'horizon, vers la mer, vers le pays des elfes, là où peut-être la lumière et la paix les attendent encore. Mais avant d'atteindre ce refuge mythique, il leur fallait un navire, et pour cela, une seule destination possible, Windham, la capitale. Mais le royaume n'est plus que chaos. La princesse Charlotte est enfermée dans sa tour, et le roi démon, Ganishka, refusant de plier le genou, a envahi la cité. Alors, dans un balai presque céleste, Griffith descend du ciel, il libère Charlotte. Comme un prince charmant sur un lit à baldaquin volant, tout est prêt. La dernière bataille s'annonce, celle qui fera de Griffith le souverain absolu du Midland. Et quelque part à l'horizon, la troupe de Guts approche, elle aussi. Chacun a changé. Farnèse apprend la sorcellerie, Casca recommence à sourire et Guts enfin semble apaisé, plus calme, plus adulte, comme si, après tant de fureur, il avait retrouvé un peu de son humanité. Chronologiquement, le début de Berserk semble vouloir rester réaliste. Un monde tangible, brut, de fer, de boue et de sang. Un monde où les monstres sont avant tout des hommes. Dans ces premières pages, rien n'est magique. Tout est charnel, cruel, humain. On suit Guts, cet enfant jeté dans la guerre comme on jetterait une arme dans la forge. Rien, alors, ne laisse présager le vertige à venir. Et pourtant, à de rares instants, l'étrange effleure le réel. Comme une brise glacée qui passe sans qu'on la voie. C'est avec Griffith, et surtout avec la Béhérithe, qu'il porte autour du cou que le monde commence à se fissurer. Cette pierre étrange, vivante, presque palpitante, comme un cœur, c'est la première porte. Le premier frisson du surnaturel, dans la chair du monde. Puis vient Zod, et là, tout bascule. Le mythe devient réel, et le monstre prend forme. Et à partir de lui, le surnaturel s'installe insidieux jusqu'à envahir lentement l'univers de Berserk. Mais ce que fait Kentaro Miura, c'est fascinant. Il ne montre jamais brutalement l'étrange. Il le laisse glisser comme un serpent entre les lignes. Les monstres semblent là sans être là, cachés dans les ombres ou peut-être dans le cœur des hommes. Et le rapport des personnages à tout cela est déroutant. Certains rejettent ces visions comme s'ils refusaient d'y croire. D'autres les acceptent sans étonnement, comme si le fantastique avait toujours fait partie de leur monde. C'est toute la beauté de Berserk, un univers médiéval profondément inspiré d'une autre, où la foi, la peur et la magie cohabitent. Comme au Moyen-Âge, mais à travers ce mélange du rationnel et du mystique, Miura ne parle pas seulement du passé, il parle aussi de nous, de notre époque, de ce besoin d'y croire encore, même quand on prétend que tout peut s'expliquer. Car Berserk, c'est aussi cela, la lente réapparition du merveilleux, dans un monde qui pensait l'avoir oublié. Depuis toujours, l'être humain cherche à expliquer l'inexplicable. Quand une situation nous échappe, on nous effraie. On a ce réflexe ancestral, faire appel au surnaturel. Prenons un exemple très simple. Disons que vous perdez sans cesse vos chaussettes. Alors, pour en rire, vous inventez une histoire, c'est la fée des chaussettes qui me vole la nuit. Et puis, à force de le répéter, vos proches s'y habituent. Les enfants, eux, y croient. Et cette idée farfelue devient peu à peu une norme, une petite vérité du quotidien. Alors même que personne n'a jamais vu cette fameuse fée. Mais maintenant, imaginez. Un matin, cette fée des chaussettes se tient devant vous, bien réelle. Et là, au lieu de paniquer, vous l'acceptez presque naturellement. Parce que d'un coup, tout s'explique. Ce mystère qui vous agaçait trouve enfin son sens. C'est exactement ce qui se produit dans Berserk. Au moment de la renaissance de Griffith, quand il revient dans le monde, le surnaturel s'emballe, tout s'accélère, les frontières entre mythe et réalité s'effacent. Et peu à peu, le mythe remplace le réel. Griffith devient lui-même un mythe vivant. Déjà, dès les premiers chapitres, un sauveur,
Il était dépeint comme un être d'une beauté irréelle, un sauveur, un idéal. Mais à son retour, son aura change de nature. Elle n'est plus seulement humaine, elle est féerique, divine. Il suffit de repenser à cette scène emblématique, Griffith qui s'envole pour sauver la princesse Charlotte, enfermée dans sa haute tour. Tout y est, le conte de fées, le cliché du prince charmant, et la princesse qui du haut de sa tour rêve de son héros. On pense à Réponse, évidemment, à Peach, prisonnière de Bowser, à Zelda, retenue par Ganondorf, et au milieu de tout cela, Griffith, drapé de lumière, arrivant sur un lit volant pour délivrer sa belle, Charlotte. D'ailleurs, elle incarne à la perfection la princesse des contes. Elle brode, elle soupire, elle attend et elle vénère son sauveur avec la ferveur d'une groupie devant son idole. C'en est presque comique. Mais derrière cette mise en scène idyllique, Miura glisse une ironie cruelle. Griffith n'est pas un prince charmant. Il est le messie d'un monde en ruine, un mythe façonné pour apaiser les foules et cacher l'ombre des démons qui marchent à ses côtés. À ce stade de l'histoire, Miura embrasse volontairement les codes du conte de fées. Il les amplifie, les magnifie jusqu'à ce qu'ils deviennent presque caricaturaux. Regardez cette scène. Griffith arrive par la fenêtre. Un détail en apparence anodin et pourtant plein de sens. Dans le passé, lors de leur première rencontre, il y avait encore une explication rationnelle à cela. Un arbre dressé juste à côté de la fenêtre de Charlotte, qui lui permettait d'y grimper, comme un amant audacieux. Mais cette fois, il n'y a plus d'arbre. La princesse allait enfermée dans la plus haute tour, isolée, intouchable, presque hors du monde. Le seul moyen de l'atteindre, désormais, c'est par les airs. Et qui mieux que Griffith pouvait s'y prêter? Lui, l'homme ange, l'oiseau de lumière, symbole de liberté et de pouvoir. Il descend du ciel, porté par Zod, ce démon ailé devenu destrier céleste, et sur son dos, un lit à baldaquin, flottant dans la nuit, comme une vision sortie tout droit d'un rêve d'enfant. Difficile de ne pas penser à Aladdin, emmenant Jasmine dans un ciel étoilé au son de ce rêve bleu. C'est merveilleux, c'est absurde, c'est presque risible, et pourtant, c'est sublime. Nous sommes littéralement plongés dans un conte, le prince et la princesse, le sauvetage parfait. La magie, la pureté, la promesse d'un amour idéalisé, mais tout cela est calculé. Rien n'est laissé au hasard. Griffith sait ce qu'il fait. Il se façonne lui-même comme un mythe vivant. Il se met en scène comme un prince charmant, parfait jusqu'à l'excès, car il sait que c'est ainsi qu'on le suivra. En se comportant comme un prince, Griffith rend sa prise de pouvoir légitime. Il ne conquiert pas seulement les terres, il conquiert les cœurs. Et c'est là tout le génie du personnage. Il ne règne pas par la force, mais il règne par la fascination. Et plus on avance, plus quelque chose d'étrange se dessine. Tout est si simple pour Griffith. Depuis sa renaissance, chaque combat, chaque conquête, chaque parole semble bénie par le destin. Rien ne l'atteint, rien ne le freine. Tout lui réussit, avec une aisance presque surnaturelle. Et c'est justement cette perfection qui dérange. Cette absence d'obstacles, cette fluidité absolue, comme si le monde lui-même s'inclinait sur son passage. Comme si les lois du hasard, ou de Dieu, œuvraient pour lui. Il suffit d'observer cette scène saisissante. Griffith, seul au milieu des Kushan, encerclé de dizaines de flèches, fuse dans sa direction. Et aucune ne le touche. C'est une image biblique, presque une peinture sacrée. Mais ici, la lumière de Griffith n'est pas divine. Elle est trompeuse. C'est un halo fabriqué, une perfection orchestrée. Et pourtant, Miura insiste sur cet aspect biblique. Griffith est présenté comme un Jésus berserkien, un messie de chair et de mensonge. Rien que dans l'imagerie du royaume du Midland, tout revient déjà à cette idée de paradis. Si vous regardez bien l'emblème du royaume, on y retrouve un château dans le ciel, entouré d'étoiles, du soleil, de la lune, bref, les symboles de la lumière et de l'élévation et des cieux.
Et pour les passionnés de science de l'armoirie, cela ne laisse aucun doute. C'est bien une représentation du paradis. Le royaume de la perfection, suspendu au-dessus du monde des hommes. C'est un halo fabriqué. Bref, ils savent que ce sauveur est en réalité le bourreau de ses propres hommes. Mais tout le reste du monde continue d'y croire sous son charme, sous son emprise. Et même Guts, un instant, lui aussi, a vacillé en le voyant pour la première fois. Rappelons la prophétie, celle qui plane sur Berserk depuis les premières heures. Quand mourra le soleil et qu'apparaîtra le lac rouge près des cités de l'Est, ce sera le signe, le faucon noir viendra. Le roi aveugle des moutons servira de berger à la ville aînée du mouton noir. Puis, au fil du temps, cette prophétie se transforme. Elle change de visage, de sens, de symbole. Né du chaos, un faucon blanc brillant fonce vers la terre, taché de sang, déchirant le voile de l'obscurité. Et tous le ressentent, c'est le Messie. 2 prophéties, 2 visages d'un même être. L'une met en garde contre le faucon noir, l'autre célèbre le faucon blanc. Et pourtant, tous 2 parlent du même homme. À mes yeux, le roi aveugle, c'est Griffith. Lui qui guide sans voir, qui avance sans comprendre. La main qui le pousse. Un roi manipulé, instrument du destin ou peut-être d'une puissance plus grande encore. Cet aveuglement est essentiel. Il symbolise la manipulation divine, l'illusion du libre arbitre. Et les moutons, évidemment, représentent les hommes du Midland, un peuple docile, suivant sans questionner. Mais parmi eux, il y a un mouton noir, celui qui tire les ficelles, le marionnettiste invisible. Et Griffith, dans ce jeu, n'est pas le joueur, il est le marionnette. Puis vient la seconde prophétie. Et là, c'est un coup de maître. Griffith réécrit le mythe, il transforme l'avertissement en promesse. Le démon devient sauveur, le fléau devient messie, et comme par hasard, tout dans le monde semble prêt à l'accueillir. Les statues, les vitraux, les icônes religieuses, tout représente un oiseau aux ailes déployées, un symbole ancien et universel, qui trouve soudain une incarnation parfaite. Griffith, le faucon blanc. Rien n'est anodin, tout semble mis en place depuis des années. Des siècles même peut-être. Une prophétie modelée, préparée comme pour le moment exact où Griffith reparaîtra. Et il revient magnifique, immaculé, sous les acclamations du peuple et des démons. Car oui, même les créatures de l'ombre se prosternent devant lui, le Messie du chaos. Et de cette renaissance, il fera alors jaillir une nouvelle armée. Une troupe du Faucon 2.0, recomposée, renforcée, destinée à parachever son rêve et à plier le monde à son image. La nouvelle troupe du Faucon n'a plus rien de celle d'autrefois. De l'ancienne bande, il ne reste qu'un seul membre, son chef, Griffith. Tout le reste a changé. Fini la camaraderie, la fraternité, la sueur partagée des mercenaires. Désormais, c'est une armée, une machine parfaitement huilée, organisée, hiérarchisée. Chaque rouage est à sa place, chaque soldat a son rôle. On y trouve des troupes d'élite, des escadrons spécialisés, des commandants, des généraux. Mais ces généraux ne sont pas des hommes ordinaires. Ce sont des apôtres, majeurs, des créatures monstrueuses liées au monde occulte, servant désormais le rêve du faucon blanc. Autour d'eux gravitent des démons mineurs, d'anciens humains métamorphosés et même de simples soldats, de chair et d'os. Oui, l'armée de Griffith compte encore de nombreux humains, prêts à se battre aux côtés des monstres, comme s'ils ne voyaient plus la différence. Et ce qui frappe, c'est cette tolérance apparente. Une ouverture calculée, presque politique. Griffith accueille dans ses rangs même les Kushan, les anciens ennemis du Midland. Il apporte leur tactique, leur science de la guerre, leurs armes et leur loyauté, ou du moins leur soumission. Mais au sommet de cette armée, un nom revient encore et encore. Nosferatu Zod. Zod, le guerrier immortel. Zod, la bête des batailles. Lui qui fut longtemps une force neutre n'obéissant qu'à la soif du combat, se dresse désormais aux côtés de Griffith. Il est son cheval de guerre, son destrier volant, portant son maître sur son dos, planant au-dessus de champs de bataille comme un présage de mort.
Zod n'a pas changé, ou peu. Contrairement à la plupart des apôtres devenus rois ou tyrans, il n'aspire ni à dominer ni à régner. Ce qu'il cherche, c'est le combat, l'affrontement pur, sans haine et sans gloire. Et dans ce monde vidé de héros, il ne voit qu'un seul adversaire digne de lui, Guts. Entre eux, il y a une forme de respect ancien, presque sacré. Deux bêtes nées du même feu, deux survivants dans un monde qui ne les comprend plus, par sa longévité, sa puissance et sa légende qu'il traîne derrière lui. Zod est sans conteste l'un des plus puissants apôtres de l'histoire. Guidé par une prophétie, il y a également un chevalier qui traverse les plaines du Midland. Son nom n'est autre que Locus. L'oracle lui a soufflé un nom, une direction, chercher le faucon de lumière. Il arrive dans la cité de Chet à l'ouest du royaume, une ville ravagée par les Kushan. Et là, sans un mot, sans même descendre de sa monture, il transperce d'un seul coup de lance des dizaines de soldats ennemis. La mort glisse sur le métal avec la grâce d'un éclair. Puis seulement alors, Locus s'avance vers Griffith. Il lui offre ses services. Le Faucon Blanc accepte. Ainsi, entre en scène l'une des plus célèbres apôtres des Midlands, connue de tous sous le nom du Chevalier du Clair de Lune. Ses exploits sont légendaires. Des tournois innombrables, des victoires sans défaite, un nom chuchoté comme celui d'un héros. Mais nul ne sait que sur l'armure étincelante se cache une créature démoniaque, car Locus est un apôtre. Un être métamorphosé, lié à l'autre monde par le pacte du sang. Et pourtant, il diffère de ses pairs. Là où les autres apôtres sont ivres et violents, Locus demeure posé, réfléchi, presque chevaleresque. C'est un homme d'esprit et de raison, un stratège avant d'être un tueur. Sous sa forme véritable, Locus n'est plus un homme. Il devient un centaure métallique, fusion parfaite entre le fer et la chair, maniant une double lance d'une élégance irréelle, un monstre d'acier poli, symbole d'un ordre nouveau, froid, discipliné, sans faille. Avant de rejoindre Griffith, Locus n'avait jamais servi personne. Libre, solitaire, il ne pliait le genou devant nul homme. Mais le jour où il vit le Faucon Blanc, quelque chose changea. Il reconnut en lui le maître qu'il attendait. Depuis, il lui est totalement dévoué. Non par peur, mais par conviction. Il croit sincèrement que les actions de Griffith œuvrent pour un monde meilleur. Et c'est là toute la subtilité du personnage. Locus n'est pas un monstre assoiffé de sang, c'est un idéaliste, un chevalier de légende transformé en démon, mais toujours guidé par un code d'honneur. Et il est la matérialisation de l'armure parfaite, de la fusion totale entre l'homme et son idéal, le fer et sa peau, le devoir et son sang. Comme vous le savez, Kentaro Miura adore associer ses personnages à des animaux. C'est une constante dans Berserk. Et pour Locus, c'est particulièrement intéressant. Certes, il a l'apparence d'un centaure. Mi-homme, mi-cheval, bref. C'est un symbole évident pour un chevalier, de la noblesse guerrière, de la maîtrise du corps et de la bête. Mais en l'observant bien, on décèle une autre influence, plus subtile, plus troublante, celle de la menthe religieuse. Regardez sa posture. Son armure est lancée, le bouclier fin est recourbé comme des pattes avant repliées. Il y a dans sa silhouette quelque chose de cet insecte fascinant, à la fois gracieux et terrifiant. Et comme souvent chez Miura, la forme du monstre révèle le caractère. La menthe religieuse, en anglais Praying Mantis, tient son nom de la position de ses bras, repliés comme une prière. Mais le mot mantis en grec veut dire prophète. Dans la Grèce antique, comme dans l'Égypte ancienne, on croyait que la menthe religieuse jouait un rôle spirituel, un guide pour les âmes perdues, un être capable de montrer le chemin à ceux qui erraient dans le désert ou dans la nuit. Et si l'on remplace cela dans Berserk, tout prend sens. Locus, avant Griffith, n'avait ni dieu ni maître. Il combattait pour lui-même, sans foi, sans but, jusqu'à ce qu'il rencontre le Faucon Blanc. Depuis ce jour, il lui voue un culte absolu. Sa dévotion n'est plus militaire, elle est religieuse. Il voit en Griffith un messie, un être divin pour lequel il serait prêt à mourir sans hésitation. Et ce qui rend tout cela encore plus fascinant, ce sont les autres noms que porte la menthe religieuse.
On l'appelle également Mantis religiosa, bien sûr, mais aussi agent du diable, bigote ou encore cheval du diable. Et là, tout s'aligne. Le chevalier centaure, le destrier de fer, devenu littéralement le chevalier du diable. Cette dichotomie entre le paradis et l'enfer, Miura la cultive à la perfection. Locus, comme Griffith, a cette apparence d'ange, noble, élégant, pur, mais sous le métal poli, il n'est qu'un monstre, un serviteur du mal qui croit servir la lumière. Un autre apôtre a juré fidélité à Griffith, un colosse, un guerrier dont l'armure et le bouclier rappellent les dragons des légendes anciennes. Son nom, Grunbeld. Son bouclier cache un canon gigantesque, semblable à celui de Guts, mais plus vaste, plus terrible encore, à l'image de sa taille et de sa force. Autrefois, Grunbeld était déjà une légende. On raconte qu'il défendit seul son château pendant 10 années entières, face à l'immense royaume de Tudor, à la tête d'à peine 3000 hommes. Une forteresse, une volonté, une flamme. C'est ainsi que son nom fut chanté à travers tout le Midland. Dans l'armée de Griffith, il commande désormais les troupes blindées, les régiments d'apôtres bardés de fer et de flammes. Et sous sa véritable forme, Grunbeld devient ce qu'il a toujours été. Un dragon de cristal immense, brûlant, indestructible. Son souffle embrase les plaines et son rugissement fait trembler les murs des citadelles. Mais derrière ce monstre se cache un cœur noble. Grunbeld, c'est pas un tueur sans cause. Comme Zod, il cherche la grandeur du combat, la pureté du duel, la noblesse dans la guerre. C'est un être fier, un vieil esprit chevaleresque pris au piège du corps d'un démon. Il parle avec la gravité d'un vétéran, méprise les plaisanteries et s'accroche à une forme d'honneur qui n'a plus sa place dans ce monde. D'ailleurs, lors de l'assaut contre Flora, la sorcière, il osa remettre en question les ordres de Griffith. Attaquer une vieille femme avec une armée, ça lui semblait totalement indigne. Un apôtre capable d'hésiter, capable de douter, même Guts s'en étonna, le provoquant sur cette soi-disant éthique de monstre. Et lorsque les deux guerriers s'affrontèrent, Grunbeld reconnut en Guts un adversaire à sa mesure. Pour lui, c'était un honneur, et après leur combat, il lui rendit hommage, un démon saluant un homme. Grunbeld, comme Locus, incarne cette idée fascinante chez Miura, celle d'un apôtre noble, presque héroïque, un monstre né d'un rêve pur. Le dragon, symbole ancestral de puissance, de grandeur et de sagesse. Mais pour comprendre vraiment Grunbeld, il faut plonger dans son passé, raconté dans le roman de Makoto Fukami. Grunbeld est né sur une île lointaine, dans la grande principauté de Grant. Il appartenait à un vieux clan déchu, les Argbeasts. Son père, mort au combat, laissa derrière lui une mère fière et farouche qui ne cessa jamais de lui répéter qu'un homme ne mérite le repos des dieux qu'en mourant bravement sur le champ de bataille. Trop grand, trop fort pour son âge, Grunbeld était moqué et défié jusqu'au jour où il rencontra un enfant aveugle, Bénédicte. C'est elle qui lui dit un jour « Tu es un dragon de feu incarné », une prophétie, qui deviendra sa vérité. Mais un jour, les armées du Tudor envahirent Grant. Les enfants furent enlevés, emprisonnés, éduqués de force, brisés. Parmi eux, Grunbeld, Bénédicte et deux autres jeunes nobles, Édouard et Sigurd. Tous subirent les humiliations, les tortures et les conversions forcées du Saint-Siège. Grunbeld, lui, refusa de plier. Toujours, et lorsqu'un officier tenta de le punir en duel, il le tua, découvrant que cet homme était aussi l'assassin de sa mère. Les années passèrent et Grunbeld devint un héros militaire, chef d'une armée de chevaliers du Dragon de Flamme. Édouard était devenu son frère d'armes et Sigurd son amour silencieux. Mais la jalousie, comme toujours, corrompit les cœurs. Trahi, encerclé, abandonné, Grunbeld perdit tout. Ses amis, son armée, son amour, son humanité. Et quand tout semblait perdu, le sang de ses proches se mêla à la boue et sa béhérite, ce talisman maudit, s'activa. Les nuages s'ouvrirent et les God Hand apparurent, et dans le vent et le feu, ils lui offrirent un marché. Bénédicte, mourante, lui rappela sa prophétie. « Tu survivras.
en cherchant le faucon de lumière. Alors Grunbelt comprit. Il se proclama d'Aragon et offrit en sacrifice tout ce qu'il aimait, Édouard, Sigurd et Bénédicte. Il les aima assez pour ne pas les laisser mourir souillés, il les aima assez pour les consumer lui-même dans ses flammes. Ainsi naquit le dragon de feu, Grunbelt l'apôtre, un monstre né de la fidélité et de la douleur. Il anéantit l'armée de Tudor, sauva Grant et devint une légende vivante, le héros qui défia la mort elle-même. Mais les années passèrent et le dragon seul au milieu des cendres se souvint des paroles de Bénédicte. « Cherche le faucon de lumière ». Alors il se remit en marche, guidé par la prophétie. Et c'est ainsi que des années plus tard, Grunbelt rejoignit Griffith, celui que tous appelaient désormais le Messie. Le dragon trouva enfin son dieu, mais ce dieu, lui, n'avait plus rien d'humain. Un autre apôtre se dresse dans l'ombre du faucon blanc. Son nom est Irvine, et son apparence n'est pas sans rappeler celle d'un Robin des Bois spectral, un archer légendaire, silencieux et insaisissable. Irvine est un tireur d'élite, un archer capable de décrocher plusieurs flèches à la fois, tout aussi précises, tout aussi fatales. Il ne parle presque jamais sinon à Sonia, la prophétesse, et encore à demi-mot. Il se définit lui-même comme un chasseur solitaire, un homme des forêts et des crépuscules qui erre seul loin des hommes, à la recherche d'une proie ou d'un sens. C'est peut-être au cours d'une de ces traques, seul face à la nature et à la mort, qu'il a rencontré la main de Dieu. Et scellé son destin d'apôtre, son regard d'ailleurs est celui d'un mort. Ses yeux sont entièrement blancs, sans pupilles, sans iris, vides, comme un ciel sans lune. Et pour cause, ses yeux sont désormais sur son arc, son arme et son extension de lui-même, un prolongement de sa chair et de son esprit. Un lien organique presque mystique entre le corps du chasseur et l'instrument de sa mort. Parfois, on le voit jouer du luth, un détail saisissant presque poétique. Ce monstre au visage calme, cet assassin au regard blanc, trouve un répit dans la musique, comme si au fond de lui, quelque chose de profondément humain persistait encore. Lorsqu'il se transforme, Irvine devient une chimère, un corps de félin cornu, souple et rapide, dont les cornes même deviennent son arc. Parmi les apôtres au service du faucon blanc, il en est un que même ses semblables redoutent. Un être sans forme et sans visage et sans odeur, un fantôme sans nom, ce n'est autre que Rakshas. Ancien assassin légendaire du royaume Kushan, Rakshas se déplace enveloppé d'une longue cape noire, le visage dissimulé derrière un masque blanc à 3 yeux. 3 pupilles muettes, comme si lui seul pouvait voir au-delà du réel. Il est rapide, souple, presque liquide. Il ne marche pas, il glisse. On le sent avant de le voir et quand il frappe, il est déjà parti. Les raisons qui l'ont poussé à rejoindre Griffith restent elles aussi dans l'ombre. Il a simplement dit au faucon « Je t'aiderai à accomplir ton rêve et quand il sera réalisé, je te tuerai de mes propres moyens. » Une promesse ou peut-être une menace, mais dans l'univers de Berserk, les deux sont souvent la même chose. Rakshas ne sert pas vraiment Griffith, il l'observe, comme un prédateur silencieux attendant le moment parfait pour frapper. C'est le plus solitaire des soldats du faucon. Il n'appartient à aucune unité, ne reçoit d'ordre de personne et ne semble obéir qu'à son propre code. Pourtant, un lien l'unit à Silat, le guerrier Kushan. Les deux hommes se connaissent. Silat affirme que Rakshas appartenait autrefois au clan des Bakiraka, avant de les trahir. Peut-être à cause de sa transformation en apôtre. Son corps désormais n'a plus rien d'humain. Il est amorphe, pouvant se tordre, s'étirer, changer de forme, se dessoudre dans les ombres et s'enrouler autour de sa proie comme un serpent de brume. On raconte même qu'il se faufila, invisible, pour assister à la mort de Ganishka, témoin caché d'une apocalypse silencieuse. Son nom, lui aussi, n'est pas anodin. Rakshas vient du mot sanskrit Rakshasa, désignant une race de démons dans la mythologie hindoue. Des esprits d'illusion, de chaos et de métamorphose, les Rakshasas étaient des change-formes capables de troubler le rituel sacré et de profaner les tombes, de hanter les prêtres et de posséder les vivants. Il était le désordre, le rire moqueur des ténèbres au milieu des prières, et c'est exactement ce que incarne Rakshas,
un être d'ombre et d'ironie, un démon qui se glisse dans le sein des saints pour s'amuser au sérieux des dieux. Et pour clore cette galerie d'ombre et de prodiges, il faut parler de Sonia, une jeune femme frêle, souriante et sans doute la plus humaine. Et de tous les serviteurs du Faucon Blanc, c'est à première vue elle qui n'a rien d'un guerrier, mais qui a des pouvoirs magiques. Enfin, plutôt de la télépathie, et elle arrive à faire quelques prophéties. Elle perçoit les songes et parfois même elle devine ce qui n'est pas encore arrivé. Dans une armée faite de monstres et de titans, elle est une voix fragile, mais entendue. Même les apôtres, ces créatures d'orgueil et de puissance, l'écoutent et la respectent. Sonia, c'est un peu le cœur battant de la troupe, celle qui veille et qui apaise, qui parle à tous sans crainte ni colère. Elle taquine Grunbelt, elle arrive à tirer un sourire à Irvine, elle discute calmement avec Locus. Bref, c'est une présence douce dans un monde d'acier. Elle n'est jamais seule, elle est toujours accompagnée d'un jeune homme, Mule, un noble qu'elle a sauvé de la mort et qui depuis ne la quitte plus d'une semelle. Entre eux, il y a quelque chose d'innocent, presque enfantin, un lien de confiance au milieu de la folie. Mais Sonia n'est pas qu'une simple voyante. Il semblerait en effet qu'il y a quelque sorcellerie derrière tout ça. Mais sa sensibilité au monde spirituel et sa manière de ressentir la présence du surnaturel font d'elle une sorte de sorcière lumineuse. Pendant que Griffith étend son influence, une autre ombre s'élève à l'est. Un roi, un conquérant, un démon né des trahisons et du sang. Son nom, Ganishka. Lorsque Griffith et Zod s'échappent avec la princesse Charlotte, c'est Ganishka qui se dresse sur leur route. Mais son plan échoue. La nouvelle troupe du Faucon frappe son armée de plein fouet, dans une diversion éclatante. Ganishka n'est pas un apôtre comme les autres. Il est unique. Le seul à avoir refusé de se soumettre à la main de Dieu. Un hérétique parmi les monstres. Il ne croit pas en un destin supérieur, il ne croit qu'en lui-même. Il se voit comme le seul être digne de régner sur le monde. Et lorsque Griffith apparaît, avec son aura de lumière et son armée de démons et ses miracles de façade, Ganishka sent immédiatement la menace. Entre les deux hommes, la guerre devient inévitable. Le dieu autoproclamé contre le diable lucide. Mais qui est vraiment Ganishka ? Fils aîné d'un roi Kushan, il naît dans un repère de vipères. Sa mère, préférant son cadet, tente de l'empoisonner, alors qu'il n'a que 6 ans. Mais il survit. Et enfant déjà, il répond au poison par le sang. Il tue son frère de ses propres mains. Sa mère, folle de douleur, se donne alors la mort. Ainsi commence la vie de Ganishka, une vie de trahison, d'assassinat et de complot. Lorsqu'il rencontre un jour son père, il lit dans ses yeux non de la fierté, mais de la peur. Alors, il fait exécuter le roi et s'empara du trône. Ganishka règne par la terreur, la peur pour lui est la seule certitude. Il conquiert, il brûle, il écrase les royaumes voisins jusqu'à devenir l'un de ces seigneurs de guerre les plus redoutés du monde. Mais ce pouvoir, cette violence, le coupe peu à peu à tout lien humain. Il fuit sa femme, redoute son propre fils et ne voit plus dans les autres qu'un potentiel traître. Jusqu'au jour où son fils, pris d'effroi, tente à son tour de le faire assassiner. Ganishka est empoisonné encore une fois, mais cette fois-ci il active la béhérite. Et dans un dernier souffle, il sacrifie son propre enfant. Il renaît alors comme apôtre, un roi devenu monstre pour survivre. Mais voyez l'ironie, en refusant la main de Dieu, Ganishka s'est condamné à être son propre enfer. Il devient l'archétype du despote dévoré par son rêve. Et c'est là toute la subtilité de Miura. Ganishka existe pour faire briller Griffith. Comme toujours, il faut un monstre pour glorifier le sauveur. Pour acclamer un héros, il faut un tyran. Le Midland ravagé, épuisé, voit en Griffith une lumière nouvelle, car à côté de Ganishka, il semble être un ange. Mais regardez bien ces scènes de guerre. Les fosses communes, les femmes sacrifiées, les enfants arrachés à leur mère, on y retrouve notre propre démon. Ces images rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Le totalitarisme, les camps et même, oui, ces fabriques de la perfection qu'étaient les Lebensborn, où l'on voulait créer une race idéale, des enfants soi-disant purs, blonds, grands, parfaits. Eh bien, dans Berserk, Ganishka fait la même chose. Il crée les Daka,
Une armée de démons, nés dans la douleur et la monstruosité. Ces créatures difformes, cornues aux dents de bête, sont le fruit d'une alchimie impie, supervisée par le mage Daiba. Leur naissance est une horreur. Les mères humaines sont placées dans des cuves emplies de fluides amniotiques, au milieu de fragments d'apôtres encore vivants. Leur fœtus s'emprègne de mal, se tord et se transforme, et déchire le ventre de sa mère en naissant. Puis, il est élevé dans une cage, nourri de la chair de celle qu'il a mise au monde. Un cauchemar biologique. Une création de pure abomination qu'on peut retrouver également dans 40K. Et pourtant, quelle ironie, les Daka ressemblent terriblement aux démons du propre camp de Griffith. Et c'est à travers les yeux du jeune mule, le témoin innocent, que nous voyons toute la confusion de ce monde. Lorsqu'il découvre ses horaires, on sent en lui le doute, la peur qu'il y ait quelque chose d'inavouable dans le rêve de Griffith. Mais comme Guts avant lui, Mule finit par céder. Il se laisse envoûter, séduit par la beauté et la lumière, le charme démoniaque du faucon blanc. Griffith, en bon messie, apparaît alors comme un sauveur, un consolateur des vivants et des morts. Il parle aux âmes, il apaise les cœurs, il offre la paix à un monde brisé. Mais derrière ce miracle, il n'y a qu'un charme, et c'est bien le charme du diable. Dans cet homme, Guts change, lui aussi, très profondément. Le spectre de la vengeance qui le portait depuis tant d'années commence à vaciller. On découvre un homme las, presque prêt à abandonner sa haine et à déposer son épée, et à simplement vivre, avec Casca. Même Puck, son compagnon elfe, n'en revient pas. Le tueur de démons, le chevalier noir, semble enfin vouloir devenir un homme ordinaire. Mais rien n'est simple pour Guts. Son évolution est aussi douloureuse qu'admirable. Il renonce peu à peu à son individualisme et prend ses responsabilités. Il s'occupe de Casca. Il veille sur elle comme une flamme fragile. Mais entre eux, le lien est brisé. Casca, traumatisée, le repousse. Elle fuit, encore et encore. Son regard ne reconnaît plus celui qu'elle aimait autrefois. Et Guts, épuisé, frustré, la voit s'éloigner comme tout ce qu'il n'a jamais pu sauver. Alors quelque chose de terrible s'éveille en lui, une ombre, une bête, le loup noir. Symbole de sa rage et de son désir, il hurle dans les ténèbres de son âme. Ce loup, c'est son autre lui. Celui qui veut du sang, celui qui veut détruire, celui qui veut posséder. Et ce soir-là, lorsque Casca s'enfuit, elle tombe entre les mains d'une troupe de mercenaires. Ils la battent, et la violence peut-être, on ne le saura jamais, mais... Quand Guts arrive, il est trop tard. Tous sont morts. C'est Casca qui les a tués. Alors, Guts chancelle. Le loup en lui hurle et le tire vers l'abîme. Aveuglé par la haine, par la douleur, il perd le contrôle et agresse Casca. C'est une scène insoutenable, mais elle dit tout ce qu'est Berserk. Un monde où même l'amour est défiguré par la souffrance. Après cela, Guts s'effraie de lui-même, il comprend qu'il devient dangereux, qu'il n'est plus maître des ses pulsions. Il réalise qu'il pourrait lui aussi devenir ce qu'il combat. Et c'est là que tout prend sens. Ce chien noir, cette ombre, c'est l'image même de ce qu'il deviendrait s'il cédait à la Béhérite. Car oui, Guts en possède une, celle du tout début, celle qu'il a prise à Vulgus. La porte du mal est toujours là. À portée de main, la question demeure, est-il assez fort pour résister à son appel ? C'est cette peur, cette lucidité qui pousse Guts à accepter enfin l'aide des autres. Lui qui refusait la compagnie, ouvre les bras à ceux qui veulent l'accompagner, Isidro, Farnèse et Serpico. Il ne veut plus affronter la nuit tout seul, il ne veut plus être seul avec son ombre. Ce Guts-là, épuisé mais lucide, brisant le cercle de la solitude, devient enfin quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment été, un homme capable d'aimer et d'avoir peur. Chaque membre de cette petite troupe, semblable à une équipe de jeu de rôle, sortie tout droit d'un rêve, va se révéler, se compléter et se transformer. Car dans Berserk, il n'y a pas que Guts qui évolue. C'est tout un groupe qui se construit comme une humanité miniature, où chacun lutte contre son passé pour apprendre à devenir quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'une question essentielle se pose,
celle que Miura glisse subtilement entre les lignes. Sommes-nous définis par notre passé? Les gens peuvent-ils vraiment changer? Guts, lui, semble nous répondre oui. L'homme de rage devient peu à peu un homme de calme. Il s'assagit. Il apprend à écouter, à enseigner et à protéger. Avec le jeune Isidro, il se fait presque père, mentor, modèle. Et c'est amusant car Isidro, lui, rêve justement de ressembler à Guts. Le chef de la troupe de choc. Le cycle se répète, mais cette fois, dans la lumière. Mais la plus belle évolution, la plus bouleversante peut-être, c'est celle de Farnèse. Autrefois fanatique, enfermée dans sa foi, elle n'était qu'une silhouette, une plante verte, comme elle le dit elle-même. Figure d'autorité sans pouvoir réel, dirigeante de l'ordre des chaînes sacrées. Elle obéissait sans comprendre, haïssait sans savoir pourquoi. Et pourtant, la voilà partie sur les routes, abandonnant son rang, ses privilèges et ses certitudes. Farnèse, la noble abandonnée, cherche un sens à sa vie. Elle doute, elle trébuche, mais elle avance. Son rôle d'abord, c'est celui de gardienne de Casca. Et dans ce geste simple, s'occuper d'une autre femme se cache toute sa rédemption. Bien sûr, Miura s'amuse. Il tisse entre les personnages une toile d'attirance et de jalousie. Farnèse est attirée par Guts, Casca aussi. Et même Shirk, la jeune sorcière, semble fascinée par lui, un véritable complexe de Lolita. Serpico, quant à lui, aime Farnèse et voit en Guts un rival, c'est un triangle. Non un pentagone sentimental où chacun se reflète dans le désir de l'autre. Et pourtant, malgré cette tension, quelque chose de beau naît entre eux, le respect, la compréhension et l'humain. Serpico, par exemple, porte en lui une douleur immense. La scène où il retrouve sa mère mourante et doit la brûler de ses propres mains est l'une des plus déchirantes du manga. Ce feu-là, c'est celui de la délivrance, mais aussi de la culpabilité. Et c'est avec ce fardeau qu'il avance toujours dans l'ombre de Farnèse. Puis, il y a Shirk, la jeune sorcière à la robe violette et au chapeau pointu. Petite, frêle, calme, mais d'une puissance inouïe. Elle est l'héritière de Flora, sa maîtresse, et porte ses habits comme un talisman. Son bâton en spirale, ses bottes, son elfe Ivalera, perché sur son chapeau, tout en elle respire la magie ancienne. Elle exécute mieux ses rituels lorsqu'elle porte son costume, comme si l'abbé renouait le lien entre le monde humain et l'astral. Le nom même de Shirk a une signification. Il vient au bas allemand Shir, pur, lumineux, et du diminutif que. C'est aussi un village réel niché dans les montagnes du Harz, non loin de Brocken, en Allemagne. Mont sacré des sorcières, c'est là, dit-on, qu'elles se rassemblent chaque 30 avril, lors de la Walpurgisnacht, pour danser avec les démons. Miura, encore une fois, ne laissera rien au hasard. Son univers est enraciné dans le nôtre, dans nos mythes, nos superstitions et nos peurs. Et c'est grâce à Shirk que nous découvrons la véritable structure du monde de Berserk, sous la protection de Flora. La troupe de Guts apprend l'existence du monde astral, ce plan invisible parallèle au nôtre, où vivent les esprits, les forces élémentaires, les divinités oubliées. Autrefois, les humains pouvaient les voir, leur parler, mais la religion du Saint-Siège a brisé ce lien. Les églises, bâties sur les anciens temples païens, ont étouffé la magie. Shirk l'explique à Guts. Les lieux saints d'aujourd'hui sont les tombeaux de la lumière d'hier. Et tout cela trouve un écho troublant. L'arbre spirituel, symbole de la lumière, s'oppose au Clifflof. Très dur à dire, mais c'est l'enfer. Le royaume des cauchemars, où naissent les créatures issues des peurs humaines. Comme le dit Flora, le monde n'est pas un éternel recommencement, mais une spirale. Un cycle où les âmes reviennent sous d'autres formes, et certains voient en cela un présage. Guts serait le futur chevalier squelette, et Shirk, la nouvelle Flora. Mais cette harmonie fragile va bientôt voler en éclats. L'armée de Griffith attaque le sanctuaire de Flora, un combat d'une intensité inouïe. Et c'est là que Guts reçoit le don maudit. L'armure du berserker. Forgée pour transcender la douleur, elle anesthésie le corps, brise les limites humaines et déchaîne la bête intérieure. Et sous son aume à la tête de loup, Guts devient pure rage,
Mais cette puissance a un prix. L'armure le consume, boit son énergie vitale, raccourcit sa vie. Et à mesure qu'il l'utilise, ses cheveux blanchissent. Comme si chaque combat lui volait un fragment d'humanité. L'armure du berserker, c'est la métaphore parfaite de Berserk lui-même. Le pouvoir de survivre contre la certitude de se perdre. Et pourtant, malgré tout, malgré la douleur, la folie et le sang, Guts continue d'avancer. Pas pour se venger, mais pour protéger, pour aimer encore.